Raymond Queneau est un poète et un romancier important du XXe siècle. Il est connu en particulier pour son roman Zazie dans le métro et il est connu pour intégrer le langage oral et familier à l'intérieur de ses romans ou à l'intérieur de ses poèmes. Le recueil Chêne et Chien est le premier recueil qu'il publie. Il fait suite à son exclusion du mouvement surréaliste, donc dans les années 30, et il comporte une dimension autobiographique très importante. En effet, la première partie du recueil en particulier évoque ses souvenirs d'enfance et l'extrait que nous allons étudier, Tu étais, se situe à la fin de cette première partie et va faire en quelque sorte le lien avec la seconde partie où il raconte sa psychanalyse. Je vais maintenant procéder à la lecture du texte. Tu étais, me dit-on, méchant. Tu pleurnichais avec malice devant des gens de connaissance. C'était vraiment très embêtant. Tu chialais, enfant, comme un veau, et tu n'en faisais qu'à ta tête. Tu hurlais pour une calotte, et tu ameutais les badauds. Tu barbouillais de chocolat tes beaux vêtements du dimanche, sous le prétexte que ta tante avait oublié tes soldats. Maintenant, tu es devenu le plus grand cancre de ta classe, nul en gym et en langue anglaise, et chaque jeudi retenu. Sur des dizaines de cahiers, tu écris de longues histoires, des romans, dis-tu, d'aventures. Mon fils, te voilà bon à lier. Tu connais tous les pharaons de la très vénérable Égypte. Tu veux déchiffrer le Hittite. Mon fils, tu n'es qu'un cornichon. Je vois que tu transcris les noms et les œuvres des géomètres, anciens tels que cet Archimède. Mon fils, tu n'as pas de raison. Alors, je me mis au travail et décrochai plus d'un diplôme. Hélas, quel pauvre jeune homme, plus tard, je suis devenu. Alors on peut se demander à la lecture de ce texte, quelle émotion surgit chez le lecteur l'évocation des portraits successifs de Queneau établis par ses parents, mais également par lui-même. Alors nous allons regarder les différents mouvements du texte. Ces différents mouvements, donc au nombre de 3, se composent tout d'abord des trois premières strophes où il y a donc le portrait de Queneau enfant, portrait donc établi par les parents de Queneau. Ensuite, les 4 strophes suivantes établissent le portrait de Queneau adolescent. Et enfin, c'est le 3e mouvement, la dernière strophe, nous donne la réflexion de Queneau sur lui-même et sur son parcours. Alors, en ce qui concerne le premier mouvement, on entend donc le discours des parents, discours qui est particulièrement accusateur face à ce Queneau enfant. Le premier vers, tu étais, me dit-on, méchant. Le premier vers donc nous indique la situation de ce discours. Le verbe être est à l'imparfait, donc tant qu'il est utilisé tout au long de ces 3 premières strophes, et nous permet de situer dans le passé par rapport à l'énonciation de ce discours. Queneau a 13 ans, il doit écouter l'évocation de son enfance établie par ses parents. L'imparfait montre que ce qui est décrit représente des constantes chez lui. Les faits se sont déroulés plusieurs fois. Ce n'est pas une seule fois où il a été méchant, mais plusieurs fois. C'est vraiment la valeur de cet imparfait. On a bien donc un dialogue, même si on n'entend pas la réponse de Queneau. Il doit se taire, il doit écouter et obéir, écouter sans rien dire. Tout au long du poème, les parents eux-mêmes ne sont pas évoqués, donc on a toujours ce « on » indéfini du premier vers, me dit-on, et ce « on » place les propos des parents au même niveau que, en quelque sorte, des « on-dit », des rumeurs. Donc on voit que dès la première strophe et dès le premier vers, on a subtilement une mise en doute plutôt du discours des parents. Rapidement, on voit que l'enfant décrit par les parents apparaît comme un enfant qui est méchant, qui est vicieux, qui est capricieux. Dès les premiers vers, le caractère diabolique apparaît avec les 2 mots méchant et malice qui renvoient au diable. Il semble vouloir, en quelque sorte, mettre ses parents mal à l'aise, volontairement, leur causer du tort en ne leur obéissant pas. On le voit en particulier avec
pleurnichait, embêtant, chialait, voilà des mots qui renvoient à cette idée d'une volonté de nuire. Et d'ailleurs, on voit qu'il, en quelque sorte, il cherche à manipuler et à adopter des stratégies vengeresses pour qu'on satisfasse ses caprices. Tu n'en faisais qu'à ta tête, nous dit-on. L'enfant ameute également au vers 8 les passants ou salit sous un prétexte, au vers 11, un prétexte fallacieux. Il s'agit donc bien pour les parents d'accuser Queneau. Et le pronom récurrent tu, qui est placé au début de vers et des quatrains, le confirme. En fait, dès ce premier mouvement, on voit également, à travers le portrait même que les parents font de Queneau, un portrait en négatif des parents qui se dévoilent. En effet, on perçoit les valeurs auxquelles ils sont attachés. Le champ lexical du paraître est très important dans ce premier mouvement, et il est présent pour nous faire comprendre que le souci des parents par rapport à l'enfant est uniquement tourné vers la représentation sociale, l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes. Il y a en particulier au vers 3, devant des gens de connaissance, ou bien les badauds du vers 8 qui sont évoqués, ou encore les beaux vêtements du dimanche. On est dans le paraître, on est dans l'aspect extérieur. Et donc, subtilement, Queneau nous fait comprendre que ce qui est important pour ses parents, c'est d'abord le qu'en dira-t-on. Donc, loin de nous paraître diabolique, cet enfant, dans un premier temps, nous émeut. Dans la deuxième partie, dans le deuxième mouvement du poème, on va avoir le portrait de Queneau adolescent. Donc là, on se situe au moment où le discours est tenu, c'est-à-dire que là, Queneau a 13 ans et les parents s'adressent à lui. Dans la première partie, ils ont évoqué la manière dont il était enfant, et là, ils évoquent la manière dont il est à ce moment-là adolescent, et il y a en réalité un lien qui est donné par le verbe devenir au vers 13, tu es devenu. Donc là, on a le passé composé qui nous permet de comprendre que c'est bien le devenir entre le Queneau enfant et le Queneau adolescent. Et on voit qu'en fait, il y a un lien de cause à conséquence, puisqu'il était un enfant méchant, il devient un adolescent qui est nul au vers 15. Et même un grand cancre, le plus grand des cancres, nous dit le superlatif du vers 14. Donc on a bien une évolution. Ensuite, on a une accumulation des reproches qui lui sont adressés en montrant qu'il est nul, avec une nullité autant dans les matières intellectuelles que physiques, puisqu'il est aussi nul en gym. Et on voit qu'il y a une anaphore présente à la fin des quatrains 5, 6 et 7. Et cette anaphore, elle est particulièrement marquante puisqu'elle produit un effet de rythme, un refrain qui martèle et renforce la violence du propos. Et on comprend bien que cela lui a été répété plusieurs fois et que donc il s'agit bien d'une humiliation qui a été répétée. Et donc, du coup, on perçoit, nous, lecteurs, une certaine souffrance. Et même si on va sourire à cause du langage familier qui fait sursauter, avec notamment le comme un veau vers 5 ou bien encore le cornichon, eh bien, on a quelque chose qui est de l'ordre de la pitié, du pathétique chez le lecteur pour ce pauvre Queneau. Et donc, encore une fois, on a un tableau implicite des parents qui nous est dressé, avec donc une évocation négative de tout ce qui pourrait être lié à l'imagination, ou bien à la littérature, ou bien tout simplement à un savoir qui serait un savoir général, hein, puisque Archimède ou la vénérable Égypte, ou encore l'évocation de la langue hittite, tout ça nous fait clairement comprendre qu'on a un adolescent qui cherche à s'évader, qui cherche à se cultiver, qui cherche vraiment par l'imagination à s'échapper de ce quotidien, et on a donc des parents qui au contraire sont encore une fois dans l'aspect très pragmatique, très utilitariste du savoir. Le savoir doit mener à un métier, le métier doit mener à l'argent. Voilà le portrait qu'on comprend à travers ce poème. Et la dernière strophe nous apporte donc une conclusion, puisque là on a une clôture une clôture du discours des parents au 7e quatrain, avec la fermeture des guillemets, le connecteur temporel alors, qui nous permet de bien comprendre qu'il y a une rupture. Donc cette fois-ci, c'est bien Queneau qui reprend la parole. Je me suis mis, c'est au vers 29. Et donc cet adolescent de 13 ans s'est mis au travail suite au sermon moralisateur des parents. Et le passé simple des verbes, au vers 29 et 30, appuie sur le changement qui est intervenu.
Il y a une litote au vers 30, hein, plus d'un diplôme, qui nous donne à penser que, contrairement à ce que pensaient ses parents, il est loin d'être nul, puisqu'il a réussi, il a accumulé des diplômes. Et donc, ça nous donne bien le contraire de ce que pensaient les parents. Mais en même temps, c'est un constat très négatif, hein, qui intervient dans les deux derniers vers, avec la lamentation. Et là, c'est le ton faussement lyrique et un petit peu ironique, puisque il est devenu un pauvre jeune homme au sens premier, c'est-à-dire il est pauvre au sens financier, mais il est surtout pauvre au sens moral. Il est devenu un adolescent sans intérêt, d'une pauvreté intellectuelle qui, nous dit-il, qui nous fait-il comprendre, pauvreté intellectuelle et morale identique à celle des parents. Donc en fait, le lecteur perçoit encore une fois, avec cet effet un peu subtil et ironique, l'humour, mais également la vraie détresse du jeune homme. Et la structuration musicale du poème souligne d'ailleurs cette impression, puisqu'il y a des rimes à chaque fois dans ces quatrains qui sont particulières. Elles nous apportent à chaque fois un seul son en commun, elles sont pauvres, elles sont embrassées d'une manière imparfaite, puisqu'à chaque fois il y a les deux vers du milieu qui ne comportent pas de rimes, puisqu'on a des rimes en A, B, C, A, et donc non pas des rimes en A, B, B, A. Et donc on a une sorte de dissonance qui est introduite dans cette musicalité et qui nous apporte une sensation de grincement, de tristesse, donc un lyrisme qui est donc bien présent, mais qui est très discret. On peut donc en conclure que Queneau évoque dans ce poème son enfance, son adolescence, mais également tout ce discours qu'il a pu entendre. Et à travers ce poème, on entend toute la souffrance universelle des adolescents. Et cela nous fait penser évidemment au poème de Hugo à propos d'Horace, où il évoque également son adolescence.